Bonjour à tout le monde. Bon, mathématiques, mon sujet portera, je l'ai intitulé comme ça, mais ça renvoie à ce qui vient d'être dit. Comment les citoyens peuvent-ils reprendre l'initiative politique? Voilà. Donc, mon travail s'appuie sur plusieurs choses. D'abord sur mes écrits, un de mes bouquins, là, je fais un peu de pub, qui s'appelle Éducation populaire et puissance d'agir, sous-titré Les processus culturels de l'émancipation. Je suis très axé sur la question de l'éducation populaire, ça se sentira un petit peu. Puis ça s'appuie aussi sur des lectures que j'ai faites, et je conseille le bouquin de Dardot et Laval commun, c'est un peu lourd, mais commencez par la fin. Il y a voilà, dans la postface, ça vous éclairera. Et puis aussi sur un travail surtout à l'Université populaire du Pays d'Aix, où depuis 2 ans on travaille sur la question suivante, et on aboutit à un écrit autour de la question: quelle alternative démocratique à la délégation de pouvoir? Donc pour traiter cette question, je commence par une autre question qui s'appelle: dans quel régime politique vivons-nous? C'est un abus de langage, ça va peut-être surprendre beaucoup de gens, c'est un abus de langage de penser que nous sommes en démocratie. C'est un abus de langage. C'est un abus de langage, et du reste, c'est pas nouveau, nous n'avons jamais été en démocratie. D'ailleurs, Rousseau disait: pour que seuls des dieux pourraient se gouverner démocratiquement, un gouvernement si parfait ne convient pas à des hommes. Et Sieyès, en 1789, au mois de septembre, dit: quand les hommes se choisissent des représentants, ils abandonnent leur souveraineté, ils sont dans la représentation et ils n'ont plus la capacité à faire les lois. Donc nous sommes en fait, pour employer le langage de Rousseau, dans le meilleur des cas, dans une aristocratie élective qui aurait dérivé vers une aristocratie héréditaire oligarchique. Voilà ce que je veux dire. Héréditaire sociologiquement, héréditaire des fois familialement, héréditaire sociologiquement, même si on a le choix du vote, mais les candidats sont toujours les héritiers de quelques autres. Oligarchique, c'est souvent le pouvoir de la souveraineté d'un petit nombre, matiné très souvent de plutocratie, c'est-à-dire le gouvernement des plus riches, de technocratie, donc la puissance des experts. Tout à l'heure, on a parlé de l'évaluation, on y est, et dans une forme de ce qu'on pourrait appeler dans notre pays d'énarchie. Je ne dis pas d'anarchie, vous avez bien compris, d'énarchie, c'est-à-dire des énarques, et quelquefois, ce qui explique des fois le rejet des jeunes, de gérontocratie. Et donc, à partir de là, on peut comprendre tout à fait que ce que dit une enquête de décembre 2013 du CEVIPOF associé au CESE, c'est-à-dire au Conseil économique, social et environnemental, ce ne sont pas des organismes d'enquête gauchistes, je vous rassure tout de suite, qui dit que 87% des Français considèrent que les responsables politiques, y compris ceux qui ont contribué à faire élire, ne se préoccupent pas de ce qu'ils pensent. Voilà. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Alors comment sortir, c'est ma deuxième question, comment sortir de cette situation qui peut nous conduire au fascisme? On a pris l'exemple de Vitrolles avec les formes qui ont été parfaitement décrites, ou au chaos. Quand je dis chaos, je ne dis pas anarchie. Anarchie, c'est une forme politique. Je dis chaos, où seul s'imposerait la loi du plus fort et où l'homme, pour reprendre la formule réutilisée par Hobbes, redeviendrait un loup pour l'homme. Comment sortir de ça? Et c'est là que je fais un certain nombre de propositions à partir d'un certain nombre de réflexions personnelles, collectives à l'UP, et un certain nombre de lectures. D'abord, il s'agit de définir, ou plutôt de redéfinir, ce que j'appelle une démocratie possible et réelle. Possible et réelle, celle dans laquelle on n'aurait pas besoin d'être un peuple de Dieu pour se gouverner démocratiquement. Vous voyez ce que je viens en train de dire, ça fait voler tous mes papiers. Voilà. Alors, cette démocratie, cette définition de la démocratie m'est un peu inspirée par une série de philosophes qui vont pour être clair, d'Aristote jusqu'à Paul Ricoeur, et qui pourrait se définir de la manière suivante. Et démocratique, une société qui se reconnaît divisée. C'est-à-dire, elle ne part pas de l'idée que c'est une chouette bande de chouettes copains. C'est une société qui se reconnaît divisée, qui reconnaît que, effectivement, on n'est pas dans le consensus. Et d'ailleurs, les discours sur le consensus sont toujours antidémocratiques. C'est donc et démocratique, une société qui se reconnaît divisée, c'est-à-dire traversée par des contradictions d'intérêts, mais qui s'attache à donner à chacun, et c'est là que c'est important, et à parts égales, le droit et les compétences de s'exprimer sur ces divisions, de les analyser, de faire des propositions, d'en délibérer et de les arbitrer. Voilà la conception ou la définition qu'on peut se faire de la démocratie. Après, on verra comment on fait ça. C'est compliqué. Donc ça suppose que pour que cela soit possible déjà, et c'est une de mes propositions, de nos propositions, c'est qu'il faut changer les institutions politiques. Il faut changer les institutions politiques et pas se contenter de les replâtrer avec un peu moins de cumul des mandats, un raccourcissement des mandats électoraux, etc. Ça, c'est du replâtrage et ça ne changera rien. Donc, il faut changer les institutions républicaines, ce qui suppose l'élaboration d'une nouvelle constitution
et sans doute le passage, puisqu'on l'a déjà expérimenté dans l'histoire, à ce que j'appelle des états généraux de la transformation sociale et politique, qui associeraient, qui mobiliseraient les citoyens, et qui ne seraient pas des états généraux d'appareil. J'avais d'ailleurs fait un article pour Libé qui s'appelait des états généraux vraiment généraux. Et pas simplement des citoyens, mais aussi, qui sont reconnus comme tels, mais aussi en direction de l'ensemble de la population, y compris pour ceux qui n'ont pas le droit de vote aujourd'hui. Cela suppose également que chacun devienne, et là ça devient évidemment un vrai travail politique, co-élaborateur, y compris des lois, des programmes et des politiques publiques, et que ces élaborations aient autorité sur la question économique. Je parle très très vite parce que j'ai peu de temps, on pourra en débattre. Ainsi, la souveraineté politique ne saurait s'aliéner même par un vote. C'est-à-dire que le peuple, ou les gens, ou les habitants, n'aliènent pas leur souveraineté politique à des gens qui font les lois à leur place. Les votes porteraient essentiellement sur des programmes qui auraient été coélaborés par les citoyens. On a fait un certain nombre de propositions là-dessus, y compris des projets de loi, et non sur des personnes. Et on avance l'idée que les charges attribuées à des gens ne se feraient plus par élection, mais se feraient par tirage au sort, à partir de gens volontaires, soit en amont, soit en aval. Ça fait grincer cette affaire-là. Des gens qui disent, mais c'est complètement incompréhensible ce truc. Et si on tire au sort en tocard? Moi j'ai envie de répondre, parmi tous les candidats aux élections municipales, il y a des élections, il y avait 1 million de personnes, vous ne croyez pas qu'il y avait quelques tocards parmi eux? Or, quand ils sont élus, ils ont la légitimité. Et quand on est tiré au sort, on n'a pas la même légitimité, surtout que l'on prévoit des principes, des processus de révocation, respectant les gens et respectant le droit. Voilà, le tirage au sort. Alors le tirage au sort, c'est pas totalement nouveau. Les Grecs l'ont utilisé, évidemment, concernant essentiellement que les citoyens, puisqu'il y avait une bonne partie de la population, d'abord les femmes, ensuite les esclaves, ensuite les métèques qui ne votaient pas. Ça concernait 30 000 personnes sur les 350 000 à 400 000 que constituaient Athènes et l'Attique, qui nourrissaient Athènes. Mais néanmoins, c'est une question extrêmement importante à discuter très sincèrement. Et je me rappuie sur une formule que je trouve formidable d'Aristote, comme quoi on n'a pas inventé grand-chose. Il est démocratique que les magistratures soient attribuées par le sort, il est oligarchique qu'elles soient électives. C'est-à-dire que quand on rentre dans une logique d'attribution élective, on rentre déjà, pour Aristote, dans la politique 4-9-4, dans l'oligarchie. Donc il s'agirait, à partir de là, de s'engager dans une pratique instituante des communs. Des communs, l'eau, l'énergie, les savoirs, la culture, l'éducation, etc. Voilà. Qui ne seraient pas privatisables ni appropriables, ni par le marché, ni par l'État. Et là, je m'appuie effectivement fortement sur Dardot et Laval. D'ailleurs, Dardot et Laval n'auraient pas été d'accord avec le titre que vous avez donné, que nous avons donné, parce que je m'associe à ça, bien évidemment, hein, à la thématique de ce jour. Il ne s'agit pas de se réapproprier des communs, il s'agit de construire les communs. Les communs, disent Dardot et Laval, ne sont pas des éléments objectifs qui sont liés au commun lui-même, c'est-à-dire l'eau en soi ou l'énergie n'est pas quelque chose qui relève du commun. C'est le processus instituant démocratique de coactivité, comme le disent Laval et Dardot, qui institue des communs. Donc le commun, c'est un principe plutôt que des objets. Voilà. Donc, il s'agit donc de construire, d'instituer ce qu'ils appellent de l'inappropriable, par qui que ce soit, à la fois par l'État et à la fois par le marché. Ça veut dire que c'est par les citoyens et dans des processus d'appropriation, de construction démocratique. Et ça me fait penser, finalement, je me suis amusé, j'ai pris un texte de Marx dans l'idéologie allemande de Marx et d'Engels qui parle du communisme, et on peut remplacer le terme communisme par commun. Ils disent, pour nous, le communisme, entendez ici, commun, n'est pas un état de choses qu'il convient d'établir, un idéal auquel la réalité devra se conformer. Nous appelons communisme, donc nous allons dire, nous appelons commun, le mouvement réel qui abolit l'état actuel des choses. Les conditions de ce mouvement résultent des données telles qu'elles existent actuellement. C'est-à-dire qu'effectivement, dans la société actuelle, et j'y reviendrai par la suite parce que je vais avoir une lucidité d'optimisme, parce qu'on a dit tout à l'heure qu'on était très pessimiste, on fait des propositions, c'est pour ça que je me situais dans une logique d'optimisme. Effectivement, il y a des choses qui sont déjà enclenchées dans cette société, et qu'on ne voit peut-être pas très bien, mais qui sont déjà enclenchées. Et peut-être ici d'ailleurs, et peut-être la révolution va commencer ici, pourquoi pas. Mais pour cela, il faut des démocrates. Si on veut créer une démocratie, il faut des démocrates. Rousseau disait qu'il fallait un peuple de Dieu. Que mettre en route pour que les citoyens deviennent co-élaborateurs des politiques publiques, co-élaborateurs des programmes, co-élaborateurs des projets de loi, qu'ils votent, qu'ils délibèrent,
qui s'expriment, qui fassent des projets, etc. C'est-à-dire qu'ils viennent véritablement des citoyens sans aliéner cette capacité à légiférer et à construire du commun. Eh bien, ça veut dire qu'il faut former ce que Pierre Bourdieu aurait appelé des habitus politiques de démocrates. Or, on en est très loin, puisqu'on nous a construit autrement. Hein, on nous a construit autrement, on nous a construit dans l'évaluation, la compétition, etc. Je renvoie à ce qu'a dit tout à l'heure Roland Gori. Donc il faudrait construire des habitus politiques démocratiques avec des aptitudes et des compétences à s'exprimer. Où est-ce qu'on peut le faire? À analyser, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, à proposer, à délibérer et à arbitrer. Où est-ce que ça se fait aujourd'hui? Nulle part, et surtout pas dans un conseil municipal, où on fait passer la voix de la majorité sans expression, sans analyse, sans délibération, et on appelle ça des délibérations quand même. Donc il faut construire des habitus politiques. Alors comment? Ça saura se traduire forcément par une transformation ou une évolution des missions de l'institution scolaire déjà, qui devrait s'attacher à développer des facultés politiques, démocratiques, et pas seulement l'acquisition de savoirs utiles à une insertion professionnelle conforme aux exigences actuelles du marché. Je vous renvoie à un texte formidable de Condorcet de 1792 dans son projet d'instruction publique où il ne dit pas que l'école doit apprendre à lire, à écrire, à compter. C'est sous-entendu, bien évidemment. Ça va permettre aux gens de développer son industrie, de connaître le bonheur, d'être rendus aptes à des missions qu'on pourrait leur confier et de rendre réelle l'égalité politique reconnue par la loi. Donc ce projet de Condorcet, si on le relit aujourd'hui, c'est tout un programme sur l'école, il a une dimension politique. Tout ça, ça devrait se continuer, bien évidemment, par une éducation populaire associative et médiatique. Alors là, on pourra parler aussi du rôle des médias, et médiatique à visée multiple et convergente. La conscientisation, élément essentiel, que je donne à l'éducation populaire. L'émancipation, c'est sortir aussi modestement que cela soit de la place qui nous a été assignée par des rapports sociaux. Le genre, être homme, être femme, c'est pas la même chose. Le handicap, la maladie, et des fois sa culture d'origine. Voilà. L'augmentation de notre puissance d'agir, c'est-à-dire de passer de la position de la résignation à la position de l'action, de monter notre capacité à agir, et ainsi déboucher sur une transformation de soi des individus et des rapports sociaux et politiques. L'un n'allant pas sans l'autre. C'était Gandhi, comme quoi j'ai des références très différentes de Marx et Gandhi. Gandhi disait, sois toi-même le changement que tu veux voir advenir. Ça veut dire qu'il y a une construction de nous-mêmes qui est en jeu. Nous ne sommes pas en dehors des rapports sociaux. Pour conclure, je dirais, et je pense que je n'ai pas trop dépassé mon temps, pour conclure, ce mouvement d'énergie démocratique du vivre et penser ensemble, entre guillemets, puisque c'est un texte qu'on trouve dans votre présentation, est engagé. Je ne suis pas forcément pessimiste. Les expérimentations sont nombreuses et dans multiples domaines, l'économie sociale et solidaire, les quartiers, la transmission et la co-construction des savoirs, et dans les universités populaires, il se passe des choses intéressantes. Les mouvements sociaux, la gestion coopérative de politiques publiques par les habitants, la démocratie associative de proximité, la création artistique participative, on pourra en citer plein d'autres. Ça veut dire que là-dedans, il y a des choses qui s'expérimentent et qui relèvent bien de cette démocratie et de cette construction du commun. Partout, et je vous conseille ce livre qui est facile à lire, partout ce million de révolutions tranquilles, le bouquetin de Bénédicte Magnier aux liens qui libèrent. Elle a fait le tour de la planète, elle a identifié partout ce million de révolutions tranquilles, de gens qui n'attendent plus de réponses du marché, qui n'attendent plus les réponses de l'État, mais qui là se mettent à récupérer les eaux de condensation de pluie de la nuit avec des méthodes anciennes pour irriguer et faire pousser, qui ailleurs, comme au Brésil, comme en Argentine, pardon, ont récupéré des entreprises qui étaient abandonnées par les patrons parce qu'elles ne valaient rien et qui continuent à travailler et à produire et à se payer. Donc partout ce million de révolutions tranquilles, dans ces millions de révolutions tranquilles, on associe des gens dans la construction de communs, dans la production et le partage de richesses et de savoir, dans la construction démocratique de rapports sociaux. Donc voilà, il y a quelque chose qui est engagé. Pour le moment, ça ne coagule pas. C'est-à-dire, ça ne fait pas système, ça ne fait pas vision générale, et c'est les logiques dominantes du libéralisme qui s'imposent dans nos têtes. Quelqu'un disait à côté de moi tout à l'heure de la servitude volontaire, mais cette servitude volontaire, elle est construite par les logiques de la domination. On en est encore là. Mais pour autant, il y a sûrement des choses qui avancent. Et je pense qu'il ne faut pas être forcément pessimiste. Il faut analyser un peu ce qui se construit autour de nous. Et pour conclure, je dirais que je suis en tension aujourd'hui entre deux visions des choses qui ne sont pas forcément contradictoires, qui est celle de Susan George dans une contribution pour le collectif Roosevelt, et qui dit « Il n'y a aucun niveau de souffrance humaine qui en soi, c'est important le en soi, qui en soi
va faire changer les politiques. Elle dit, c'est dramatique à dire, mais c'est comme ça. Il n'y a aucun niveau de souffrance humaine qui va faire en soi changer les politiques. Ça veut dire que si on veut que ça change, il ne faut pas penser que c'est les politiques qui vont s'engager là-dedans. Voilà, ils sont pris, d'ailleurs Roland Gori a bien expliqué tout à l'heure, qu'ils sont pris dans la logique de l'évaluation, dans la contrainte de l'État, etc., et du marché. Mais par ailleurs, je trouve qu'il y a une très bel espoir dans une formule, et je termine là-dessus, d'un philosophe qui s'appelle Hegel, et qui, je vous le dis, est quand même très difficile à dire, mais là, il y a quelque chose d'un peu lumineux, c'est le cas de le dire, qui peut nous éclairer aujourd'hui dans la préface de la phénoménologie de l'esprit. Il dit « Cet émiettement continu, et nous y sommes, qui n'altérait pas la physionomie du tout, est brusquement interrompu par le lever du soleil, qui, dans un éclair, dessine en une fois la forme du nouveau monde. » Merci de m'avoir écouté. Donc, la suite, c'est ces petites mains qui font et ces grandes têtes qui pensent et qui rêvent et qui imaginent. Donc, par le biais de deux témoignages, je vais laisser donc Louise Fessard, journaliste à Mediapart, leur passer la parole et animer un peu ce temps de témoignage avec des allées et venues entre vous. Voilà. Merci. Oui, merci pour... oui. On a trouvé un portable sur cette table. Il n'est pas à nous. Je pensais au dessin de Sampé, on a trouvé ses dents. Donc, fin de l'annonce de service. Moi, j'avais effectivement une question à poser à Florence Nardian et à Zora Berich, mais avant, je voulais situer un peu le cadre en parlant de ce que je connais, donc ce que j'ai vu, en tout cas dans les quartiers à Marseille pendant la campagne municipale, où lors des reportages, en fait, on constate que dans ces quartiers, enfin, je vais parler plus particulièrement du 13e, du 14e et du 15e et 16e arrondissement, les gens sont totalement dégoûtés de la politique et ne veulent plus du tout en entendre parler. C'est-à-dire que c'est très difficile pour les équipes, que ce soit de droite ou de gauche qui allaient sur le terrain, de parler de politique. Il y a soit un discours, le discours de base, c'est aux dernières municipales, aux dernières élections, j'ai fait la campagne d'un tel, on m'avait promis ceci, un emploi, un logement, j'ai rien eu, et en fait... c'est les cousins de je sais pas qui ont mangé, ou, enfin voilà, il y a l'expression de manger qui revient assez souvent, donc c'est dire le niveau de la politique, voilà. Ou alors soit un discours un peu plus construit là, qui est de rejet du clientélisme. Donc c'est d'ailleurs, si on regarde justement l'élection de M. Ravier dans le 13e et le 14e arrondissement, c'est faux de dire que ce sont les cités qui ont voté Front National. En fait, une grande majorité des habitants qui étaient l'électorat habituel du PS dans ces quartiers-là ne tout simplement pas été votés. Et M. Ravier a été élu principalement par des votes des bureaux, des noyaux villageois ou des nouveaux quartiers pavillonnaires et résidentiels qui ont été construits sous la majorité de Gaudin, enfin les précédentes années. Donc c'est des quartiers où même du côté des élus, il y a tout un discours autour du clientélisme qui est pratiquement assumé comme une forme de redistribution. Soit le grand clientélisme des élus de droite ou le petit clientélisme des élus de gauche. Et donc toute cette politique qui est rejetée par les habitants, c'est vraiment c'est la politique, c'est celle des élus, c'est celle de la démocratie représentative. Alors la question que j'avais envie de poser à Florence Nardian et à Zora Berich, c'était d'abord peut-être de vous présenter et puis également de nous dire comment, en partant de ce constat-là, on fait pour ensuite essayer de reconstruire quelque chose autour du politique dans ces quartiers. Je pense donc au rapport qu'a cité tout à l'heure Gérard Perrier, là, il y a un an, en juillet 2013, qui a été rendu par Mohamed Merranch de Assez le Feu et puis une sociologue urbaniste, je me souviens plus du nom. Qui proposait, la principale proposition du rapport, c'était de créer un fonds d'initiative citoyenne, en partant du constat qu'en France, seule la démocratie représentative est effectivement financée, et donc d'aller prélever des fonds, que ce soit sur le financement des partis politiques ou sur la réserve parlementaire, dont on a vu quel usage certains jeunes peuvent faire, pour financer des initiatives populaires qui viennent des habitants, dans les quartiers. Je voudrais savoir un an plus tard où ça en est, quelles sont les initiatives en cours.
Il arrête de gigoter, là. Je m'appelle Zora Berich. En fait, la Berich qui était prévue aujourd'hui, c'est ma sœur, Karima Berich, qui était directrice, puisqu'elle ne l'est plus, d'un centre social implanté dans le 14e arrondissement, le centre social l'Agora. Voilà, donc Karima, c'est important aussi pour moi de la citer, puisqu'elle a fait partie, comme d'autres, dans ce 14e arrondissement, partie prenante de la campagne municipale au sein du Front de gauche, partie prenante, et elle a fait le choix de se mettre en avant, alors que souvent c'est pas facile, même pour un directeur de centre social, d'afficher ses couleurs politiques. On peut très vite vous le reprocher, et après ça se paye quoi, par peut-être des baisses de subventions ou des projets qui ne sont plus aidés. Mais elle a fait ce choix, c'était important pour elle.